T'as vu ma technique insolente? Bon, aujourd'hui, on se retrouve où alors? Venom Training Camp, préparation pour mon prochain combat. Là, on est dans le dur de la préparation. Ça commence à piquer, mais on sait pourquoi on est là. Il y a un mec invaincu en 32-0 qu'on doit éliminer. Ok, je sais que mon palmarès, je suis en 0,7, mais ça veut rien dire. Moi, j'ai que pris le top. Benoît Saint-Denis, comme tu l'as dit, c'est un très bon exemple, Benoît. Benoît, il a été sponsorisé par la marque alors qu'il faisait encore des combats à 500 €. Après, il me disait, mais moi, je croyais que les Français, c'était juste des gens gentils et tout. Non, j'ai dit, t'inquiète pas, on a notre côté sombre un petit peu aussi, tu vois. Donc, c'est ça la vidéo qu'il y a un peu sur les réseaux sociaux où il m'encense un peu de compliments. Donc, c'est cool, tu connais, d'avoir ça du GOAT, en vrai. Il n'y a qu'un plan A chez Nas, de toute façon, c'est simple. Je crois qu'il en parle un peu dans la vidéo, c'est plan A et ça s'arrête là. Et le plan A, c'est aller chercher la ceinture. Le gamin, il a fait plus de 50 tractions, ma gueule. Tu te rends compte ou pas? Le gamin, il a fait plus de 50 tractions et il ne voulait pas lâcher la barre avec les bras qui tremblotaient. Je pense que le public français, en fait, il a vraiment à se mettre à cheval derrière ses athlètes. C'est hyper important, en fait. Et je pense que la force reçue par les athlètes, au final, ils essayent de la retranscrire dans la cage. Je voulais absolument John Jones pour ce contenu et donc derrière, on l'a eu. En fait, j'aime à donner autant d'intérêt à toi, à mon collègue là-bas, à la femme de ménage qu'à John Jones, en fait. S'il y a un athlète actuel que vous n'avez pas encore, avec qui vous aimeriez travailler, ce serait qui? Nouvel épisode, nouveau podcast. Aujourd'hui, on est à Rungis avec un invité très très spécial. Certains d'entre vous le connaissent déjà, d'autres vont le découvrir. On est avec Younes qui est aujourd'hui directeur marketing de Venom, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça. Venom, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équipementier officiel de l'UFC et récemment de Top Rank aussi, Ouais. en boxe anglaise, c'est important de le dire. Et du coup, je pense que tu es un des personnages qui connaît le mieux ce monde qu'est le MMA, légal depuis pas longtemps en France. Tu es assez discret, mais tu es un peu partout, tu connais tout le monde. Et du coup, ça va être intéressant de pouvoir discuter un petit peu avec toi de aussi ton regard sur ce sport et comment il a évolué. Parce qu'au final, ta carrière a évolué en même temps que le sport, j'ai l'impression. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant à mettre en parallèle. Et déjà, merci de nous recevoir, nous donner ton temps. Et félicitations pour le travail avec Venom. Merci à vous de faire le déplacement, merci à vous de recueillir un petit peu tous ces témoignages des gens à la fois à la lumière, donc sur les athlètes, les coachs, etc., mais aussi du coup les gens de l'ombre un petit peu, pour qu'on comprenne un peu mieux cet écosystème. Je pense que c'est important pour tout le monde, surtout que c'est un écosystème qui est hyper grandissant aujourd'hui, donc c'est hyper important pour tout le monde de comprendre tout ce qui se passe, non pas seulement à la lumière, mais tout ce qui se passe autour. Donc merci à vous de mettre ça en lumière pour les fans de MMA, les gars, c'est cool. Et petite pause, on a vu dans les statistiques un truc qu'il faut absolument qu'on vous partage. Vous êtes énormément en ce moment à regarder nos vidéos, à liker, mais il faut s'abonner et activer la cloche parce que sinon, on ne va plus pouvoir faire ça ad vitam aeternam. Du coup, vous nous régalez comme on vous régale, tu actives la cloche, tu appuies sur ton bouton like, tu appelles tous tes potes pour leur dire « Hey, regarde la nouvelle interview de NoSense TV ou le nouveau podcast ». Et nous, on continue à t'offrir, comme d'habitude, des interviews exceptionnelles. D'ailleurs, on va directement continuer celle-ci. Ouais, c'est normal, surtout que vous faites, même en France, vous faites énormément pour le sport. Là, j'étais récemment, c'était le 28 décembre, le 29, il me semble, à Lille, au PEF. Donc, même au niveau amateur, là, vous vous investissez. Je veux dire, j'ai l'impression que vous avez vraiment une volonté de couvrir le MMA d'une manière globale, de la plus petite à la plus grande échelle. Donc, c'est sympa, même l'endroit dans lequel on est. Ouais. Je pense que ça permet à pas mal de gens aussi, grâce à votre entreprise, de pouvoir performer, se faire détecter aussi. Donc je pense que tout ça c'est important. Vous avez cette volonté d'être de A à Z autour des jeunes et des plus confirmés. On a en fait en soi, chez Venom, mais c'est pas ma volonté en soi, c'est la volonté de Venom. Ma volonté en fait partie. Mais même lorsque tu discutes avec le boss en soi, le fondateur de la marque, c'est hyper important pour nous de permettre à ce marché de grandir. Nous, en étant le leader mondial sur le marché des sports de combat en général et du MMA notamment. Donc on trouve qu'on a ce rôle-là. On a ce rôle de devoir mettre en lumière les talents, mettre en lumière tous les sacrifices qui sont déployés, mettre en lumière des histoires différentes. Parce qu'aujourd'hui, notamment avec la médiatisation du MMA, on a beaucoup de trash talkers, etc., qui vont prendre la lumière et qui vont être sur le devant de la scène, au détriment d'autres athlètes qui ont des histoires tout aussi folles, tout aussi fortes, mais qui n'ont pas forcément ce côté à aller parler devant la caméra.
ce côté à faire le showman. Et nous, on veut raconter vraiment toutes les histoires. Et toutes les histoires, ça passe par le tout début. Et c'est pour ça qu'on est présent sur le circuit amateur. Tu l'as vu au PEF notamment, ce que tu mentionnais. On sera présent aussi à l'AEF prochainement, parce qu'on a vraiment cette volonté d'être présent, surtout sur notre marché domestique et le marché français, d'avoir cette présence dès le début lorsque les talents émergent. Mais c'est super important dans le sens où au niveau où vous êtes, techniquement, on va parler de santé financière d'une entreprise, vous en avez pas besoin. Donc c'est là où c'est important de le faire et ça montre aussi peut-être que il n'y a pas juste, bien sûr qu'il y a une volonté économique, mais je pense que derrière c'est aussi quelque chose qui est dirigé par des gens qui aiment ce sport. C'est la question que je me pose et je pense que pas mal de gens se posent aussi. Au-delà d'aimer le sport, en fait, ce qu'on aime, c'est toutes les valeurs qui sont renvoyées par ce sport-là. Ce job-là, en fait, en soi, on est contraint de le faire avec passion. Sans passion, on perd vite le rythme, on perd vite le fil de l'actualité, on oublie beaucoup de choses. Et du coup, c'est une boîte qui a été fondée par un passionné, non pas un passionné de MMA purement, mais par un passionné de sport de combat et d'arts martiaux en général. Et surtout, en fait, passionné par les valeurs que renvoient ces différentes disciplines. Donc c'est important pour lui aujourd'hui de montrer tous les sacrifices dès le jeune âge, le travail dur, l'abnégation, la détermination, l'ambition, l'audace, toutes ces valeurs-là, de bravoure et autres. C'est important de les refléter à travers notre contenu, de les refléter à travers nos actions marketing, à travers nos placements. Pourquoi ? Pour inspirer la prochaine génération à être des meilleurs athlètes et des meilleurs hommes en soi. Donc on a vraiment cette volonté aujourd'hui d'inspirer. Donc on n'est pas des influenceurs ou quoi que ce soit, mais derrière on veut vraiment avoir un rôle social. Et c'est à travers, comme tu l'as dit, le suivi des événements amateurs, mais c'est aussi à travers des actions caritatives qu'on va faire en rénovant des salles. Récemment on l'a fait avec Nassourdine Imavov et Just Riyad en l'occurrence. Pourquoi ? Pour donner un petit peu de baume au cœur aux gamins, pour qu'ils puissent avoir quelqu'un auprès de qui s'identifier, quelqu'un qui a réussi, et surtout leur donner les moyens un petit peu de leurs ambitions. Donc tout ça, c'est des trucs qui nous tiennent vraiment à cœur, qui n'ont aucun intérêt business en soi, clairement, mais qui sont fondamentales pour nous, pour se sentir bien dans ce qu'on fait. Et ça donne aussi, c'est important, mais si les combattants n'ont pas envie aussi de porter la marque, c'est compliqué. Je pense qu'en passant par là, ces jeunes adultes qui le deviennent après aussi s'identifient à la marque en grandissant et du coup c'est bénéf dans tous les sens. Exact. Mais tu m'as fait une transition parfaite, c'est que tu m'as parlé de valeur, de détermination, d'audace. J'ai envie un peu de parler de toi, je le précise tout de suite, tu as fait une super interview, si tu peux préciser aussi le média où tu en parles en longueur, mais est-ce que les valeurs que tu as sont rentrées en corrélation, en équation avec celles de Venom, dans le sens où si les gens ne savent pas, tu as eu un parcours scolaire, je ne vais pas dire facile, mais tu as des capacités intellectuelles qui ont été très rapidement mises en avant. Tu as eu ton bac à 15 ans, etc. Comment on passe de community manager à directeur marketing monde en 6 ans d'une entreprise? Si on peut parler plus précisément de ton travail et qu'est-ce qui a matché en fait entre toi et Venom et à quel point ça a matché, je pense grandement, mais si tu peux un peu nous en dire plus, raconter un petit peu les coulisses de cette construction, parce que je pense qu'il n'y a pas que des capacités intellectuelles que tu as, derrière il y a plein de choses, que ce soit ta passion pour le MMA, etc. etc. La question est longue, mais elle englobe pas mal de choses, donc je te laisse. Non, carrément, comme tu as dit, c'est très vaste. Le média en l'occurrence c'était Banlieusards Nouveaux. Donc super interview chez Banlieusards Nouveaux. En fait, j'avais cette volonté en fait de c'est-à-dire que j'ai été pas mal de fois contacté, notamment pour mettre mon parcours en avant, etc. Je trouvais pas que c'était le bon moment. J'ai été sollicité notamment pour faire des interventions dans des écoles, des universités, etc. J'ai toujours refusé. Et puis là, je trouvais que c'était le bon moment. Pourquoi ? Parce qu'on a, surtout aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, on a tous cette volonté de montrer notre meilleur côté. Et ce qui laisse à penser derrière aux plus jeunes que si tu n'as pas uniquement ces beaux côtés, tu n'arriveras pas là où il faut arriver. Et moi, ce que je cherchais à montrer à travers cette interview, et du coup avec le média en l'occurrence, c'était vraiment d'arriver à démontrer que malgré les erreurs, on a tous nos parts d'ombre, on a tous nos parts d'échecs, etc. Et au final, elles vont déterminer qui on est en fonction des leçons qu'on en tire. Et donc c'était vraiment ça la volonté, c'était de dire, peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une situation qui n'est pas une situation très positive, peut-être qu'aujourd'hui tu as fait pas mal d'erreurs et que tu considères que c'est trop tard pour toi. Le trop tard n'existe pas en soi. Le trop tard n'existe pas. Si tu te raccroches à des valeurs et des principes fondamentaux qui vont te permettre d'aller de l'avant, au final, à un moment donné, tu arriveras
à casser la serrure. Tu peux te retrouver dans une situation très galère qui va te mettre en très mauvaise posture, etc., où on découlera que des choses négatives. Mais si tu arrives à en tirer les bons, donc du moins les bons enseignements en soi, c'est quelque chose qui va t'apporter énormément. Moi, aujourd'hui, par rapport à ma position, je considère que mon parcours de vie m'a beaucoup plus permis d'être à cette position que mon parcours scolaire. Pourtant, j'ai un parcours scolaire relativement éloquent, en fait. Donc, mais je pense vraiment que mon expérience de vie, en fait, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et non pas ce que j'ai appris en cours, etc. J'en avais bien besoin, forcément. Donc, si on revient un petit peu sur ce sujet-là de la progression chez Venom, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Tu vois, j'arriverai pas à en citer un par-dessus les autres. Je pense que déjà, il y a l'adaptabilité. Donc s'adapter à l'univers, surtout l'univers du MMA et des sports de combat qui est en pleine croissance et qui est très mouvant. Donc réussir à s'adapter continuellement, se remettre en question continuellement. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a 20 ans de ça, 30 ans de ça, tu faisais une entreprise, tu pouvais garder le même business model, la même stratégie market, etc. pendant 5 ans et il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, tous les 2-3 mois, tu dois te remettre en question et potentiellement, tu as prévu une campagne marketing sur la fin d'année et 3 mois plus tard, tu vas te dire non, finalement, elle n'est plus dans l'air du temps en fait. Donc, tu es continuellement obligé de te remettre en question et je pense que ça, c'est une grosse force. Je pense que c'est une grosse force. Au-delà de ça, je suis relativement à l'écoute de mon équipe. Ça veut dire que je mets en place des personnes. Vous êtes combien? Si c'est pas indiscret, juste. À l'échelle, ici en France, moi dans mon autour équipe, de toi, en fait, autour de ton service et le travail que toi tu... à l'échelle mondiale, dans mon équipe, au niveau marketing, on est une vingtaine de personnes. Mais voilà, pour moi, c'est essentiel du coup d'avoir leur retour, d'avoir leur compréhension, qu'ils soient force de proposition. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un génie, je ne vais pas sortir de ma lampe la meilleure des idées en soi. Et puis, moi, j'ai beaucoup d'idées. Et je peux arriver devant eux et citer mes 10 idées et puis derrière me rendre compte que mes idées, c'est de la merde. Et j'ai aucune prétention ou aucune honte vis-à-vis de ça en soi. Ouais, c'est normal. Tu directement de juger les propres choses qui sortent de Exactement. toi. Bien Tu sûr. vois, je pense qu'on a tous nos failles, je pense qu'on a tous nos qualités. Et derrière, au final, c'est comment est-ce qu'on arrive à imbriquer ce puzzle pour avoir tous les meilleurs éléments réunis. Donc je pense que bien savoir s'entourer dans son équipe, avoir la confiance de son patron, très important. Moi, personnellement, je ne me verrais pas travailler pour un patron auprès duquel je n'ai pas de confiance. C'est-à-dire que j'ai besoin de partager la même vision que lui, j'ai besoin d'avoir la même compréhension du business que lui. Et puis, il t'éduque un petit peu en quelque sorte. Parce que là, si je prends le cas de Venom, en soi, c'est quelqu'un, tu as vu, qui a quand même qui a créé son entreprise il y a 16 ans. Derrière, il a fait un sacré bout de chemin. C'est une petite marque française, il est en autofinancement. Aujourd'hui, c'est une marque qui génère beaucoup d'argent en soi. Ce n'est pas un chiffre sur lequel on communique, mais qui génère beaucoup d'argent et qui est le leader mondial sur son marché. C'est pas rien pour une marque française. Aujourd'hui, tu vas dans aucune industrie sportive et tu retrouves une marque française au top. Donc, c'est pour ça qu'on est là aussi. On a une marque française au top sur les sports de combat, qui sont des sports qui étaient un peu décriés en France, j'ai envie de te dire. Le MMA a été légalisé il y a peu. Donc en soi, c'est une performance de ouf en vrai. Mais les gens ne s'en rendent pas compte aujourd'hui, mais je pense que les gens s'en rendront compte demain. Et donc voilà, donc du coup, avoir sa confiance, avoir la compréhension de ces challenges, pouvoir échanger avec des gens avec un peu plus de maturité, avec plus de recul, mais aussi avec des jeunes dans l'équipe qui sont plus sur le vif du sujet, qui sont plus terre à terre avec l'actualité, etc. Ça te permet de récupérer un max d'infos et derrière, de faire tes choix. Donc je pense qu'il y a à la fois l'abnégation, je pense qu'il y a l'ambition, c'est essentiel. J'ai toujours voulu faire quelque chose qui marque le coup en fait. Je pense pas que j'aurais pu durer dans une entreprise où je n'étais qu'un fusible. Ça n'aurait pas été possible. Je pense que ça ne correspond pas à mon caractère, ni à ma personnalité, ni à mon éducation. Je comprends pleinement. Donc j'avais besoin de me sentir investi, j'avais besoin de me sentir compétent dans ce que je faisais et surtout d'apporter une vraie valeur ajoutée. C'était grave essentiel. Tu es né avec cette flamme? Ouais. J'ai toujours voulu être lié à mes valeurs en soi. Tu vois, les valeurs que j'ai reçues dans mon éducation, ça a toujours été important pour moi de les retrouver dans mon écosystème. Ça veut dire que si demain je sens que dans mon écosystème il y a un manque de justice, que ce soit à l'échelle professionnelle ou autre, je vais tout de suite tâcher d'y remédier parce que la justice pour moi ça prévaut sur tellement de choses. Donc voilà, à chaque fois c'est vraiment jouer avec ses valeurs et comprendre les intérêts, les challenges business, c'est important, quoi qu'il en soit. On reste dans une entreprise, l'objectif il est de générer du chiffre d'affaires, l'objectif il est de faire de la croissance. Donc il fallait avoir cette compréhension aussi, j'ai envie de dire, analytique et du marché pour mettre en place les meilleures des actions en soi. Mais ça va être facile si tu me fais toutes les transitions comme ça, mais justement j'allais te parler de business. Comment on remplace Reebok en fait? C'était ça ma question. Pour les gens, beaucoup, ça a été une surprise de malade parce que dans le sens où les gens, en fait, je pense, sous-estimaient Venom.
sous-estimaient la taille de Venom, etc. Ils ne se rendaient pas compte de tout le travail accompli par Venom, parce que nous, on est à l'échelle française, et donc à l'échelle française, ça a fait un peu jacté, parce qu'on s'est dit, oh, Venom, c'est aussi gros que ça, etc. Mais en fin de compte, ils ne se rendent pas compte de tout le travail qui a été fait à l'international depuis des années. Ça veut dire que le fondateur, lui, il y a un point qu'il a compris très rapidement, c'est que si je reste uniquement sur mon marché domestique, bah, mon gâteau ne sera pas très gros. Si je veux me développer et être la référence dans les sports de combat dans les années à venir, il faut que je sois partout. Il faut que je sois en Chine, il faut que je sois aux États-Unis, il faut que je sois en Russie, il faut que je sois vraiment absolument partout. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, on est gros aux États-Unis, on est gros en Asie, on est gros en Europe. Donc aujourd'hui, et donc, ouais, comment on a remplacé Reebok? Comment on a remplacé Reebok? J'ai envie de te dire, c'était presque une évidence en vrai. C'était presque une évidence. Ça veut dire que... Eux voulaient sortir du deal ou ils avaient la volonté de continuer avec l'UFC? Je ne sais pas c'était quoi leur rapport à propos du deal. Par contre, je sais qu'il y avait pas mal de marques concurrentes et des marques même beaucoup plus grosses que nous qui étaient présentes sur cet appel d'offres. Mais que, comme je t'ai dit, Venom, c'était une évidence en vrai. Vraiment, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Venom est sponsor exclusif de l'UFC. C'est parce qu'on était une évidence, parce qu'on est la seule marque sur le marché des sports de combat qui avons réussi à construire une image aussi forte, qui avons réussi à perdurer dans le temps depuis le début des années 2000 avec la présence à l'UFC, avec des champions comme Frankie Edgar, José Aldo ou autres, à aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le deal a été signé entre l'UFC et Reebok, c'était un deal exclusif qui mettait à la porte toutes les autres marques qui étaient présentes à l'UFC. Et donc du coup, derrière, il fallait savoir renaître de ça. Et c'est là où le fondateur de la marque, il a eu la bonne réflexion, la bonne jugeote à se dire, OK, le MMA, c'est un sport qui est constitué de différentes disciplines, différents arts martiaux, différents sports de combat. Je vais aller dans chacun d'entre eux. Et derrière, il est revenu par la grande porte du coup à l'UFC. Comme je t'ai dit, voilà, c'était une évidence. J'ai envie de te parler d'autre chose. Patrick Abirora, Benoît Saint-Denis, Cyril Gane, Nassourdine Imavov, Bakary Samaké, tous des athlètes Venom. C'est pas nouveau, vous avez toujours encadré des athlètes, mais je sais que plein de combattants doivent se poser la question, qu'est-ce que ça implique d'être un athlète Venom? Mais dans les deux sens, ça veut dire qu'est-ce que ça implique pour l'athlète, qu'est-ce que vous faites pour lui, et qu'est-ce que l'athlète doit faire dans sa carrière, bien sûr je pense performer, pour devenir un athlète Venom. Bah ouais, Jay, y a bien plus de noms que ce que tu viens de mentionner, tu vois. Donc là, sur la France, en l'occurrence, ouais, tu as des Saladin Parnasse, tu as des Bobo Sako, tu as des Sami Sana, enfin, tu as un tas de personnes sur les différents sports de combat. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique dans les deux sens? Ok. Déjà, c'est j'ai envie de dire, de revêtir un peu ce rôle d'exemple auprès de la jeunesse. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas forcément des gens qui vont influencer 1 milliard de personnes, mais c'est des gens qui vont inspirer des gens. Ça, c'est hyper important pour nous. Maintenant, dans quelle manière les inspirer? C'est les inspirer avec les valeurs qui sont nos valeurs propres et qui sont les valeurs des sports de combat. Donc les valeurs, certaines des valeurs qu'on vient de citer avant et d'autres en soi. Donc à partir du moment où on retrouve ces valeurs-là chez un athlète qui plus est inspirant dans sa communication parce qu'il est authentique. Et aujourd'hui, l'authenticité, c'est le meilleur des marketing. Il y en a beaucoup qui sortent de leur case pour aller plaire à un public et c'est pas ce que je conseille. C'est vrai que les mecs qu'on a cités, c'est des mecs qui ont leur profil, leur caractère et leurs attitudes bien propres. Tu Exactement. On prend un Benoît qui va être complètement différent d'un Cyril, qui va être complètement différent d'un Nassour, etc. Tu vois, et ça, c'est hyper important pour nous. Tu vois, par exemple, un Nassour, c'est pas quelqu'un qui va faire la une des médias. C'est pas quelqu'un qui va aller beaucoup jaser. Mais c'est quelqu'un, à travers sa discipline, son abnégation, ses entraînements, etc., qui va influencer et inspirer les gens à travailler dur. Exactement. Tu vois, avec ses différentes valeurs de dignité, d'honneur, d'humilité, etc. En fait, ça transpire à travers ses contenus. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de sortir des mots de sa bouche pour l'évoquer, mais à travers les contenus ou à travers son comportement, c'est ça qui va inspirer la future génération. Et ça, pour nous, c'est un point hyper important. Maintenant, dans l'autre sens, qu'est-ce qu'il faut de leur côté pour être un bon ambassadeur Venom, un bon athlète Venom? En soi, oui, il y a le côté performance qu'on ne peut pas dissocier. On reste dans du sport. Donc l'important, c'est de participer, c'est cool. Mais pourquoi je te pose la question? Je précise juste parce que je prends l'exemple de Benoît Saint-Denis aussi. Le Benoît Saint-Denis que les gens ont en tête au moment où ils écoutent notre interview n'est pas du tout le même au niveau de son éclat médiatique que le Benoît Saint-Denis que vous repérez, en fait. Benoît Saint-Denis, comme tu l'as dit, c'est un très bon exemple, Benoît. Benoît, il a été sponsorisé par la marque alors qu'il faisait encore des combats à 500 €. Tu vois? Donc l'intérêt pour nous, en fait, c'était de dire, voilà, c'est un bon gars, il a de bonnes valeurs. Donc c'est un bon humain en soi. En plus de ça, il est performant, il est bon, il se donne à fond à l'entraînement.
Donc c'est le type de personne qui peut aller inspirer la future génération. Donc potentiellement, ce n'est pas aujourd'hui où il va les inspirer, mais peut-être que dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il va les inspirer. Et au final, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Parce qu'il inspire une grande partie de la France, il inspire tous les Français qui sont passionnés de MMA, il inspire des gens à travers le monde. Aujourd'hui, quand tu vois son abnégation, sa détermination, etc., son courage, c'est des choses qui inspirent les gens. Et nous, on veut vraiment inspirer les gens avec ces valeurs-là. Donc Benoît, ça a été un bon choix, comme la plupart de nos athlètes en soi. Donc derrière, voilà, les mecs, ce qu'ils ont à faire, c'est performer, parce que comme je te disais, on a beau dire l'important c'est de participer. Nous, ce n'est pas forcément notre philosophie. Pour nous, on est une marque de performance. On veut performer. Pourquoi ? Parce que performer, au final, ça vient à être l'élite ou du moins à te donner tous les moyens nécessaires pour arriver à décrocher tes rêves. Et ça, c'est une part importante pour nous, de montrer à tout le monde qu'on peut aller décrocher nos rêves. Peu importe nos aptitudes de base, etc. Forcément, il y a des choses innées et autres qui vont aider les mecs. Mais tu prends un Benoît, c'est un acharné de travail. Il a une détermination hors du commun. Il a une bravoure hors du commun. Et c'est ces éléments-là, qui sont plus des éléments mentaux au final, et psychologiques, qui vont le mener à aller décrocher son rêve. Et ça, c'est fort. Après, derrière, oui, il a son entourage qui lui permet de bien se développer, etc. Mais si on prend la personne intrinsèquement, elle a des qualités en termes de valeurs qui vont la pousser à aller atteindre ses rêves. Donc, comme je te disais, ouais, l'important pour nous, c'est pas de participer en soi. Comme disait, c'est qui, Vince Lombardi, c'était un coach de football américain qui disait si l'important n'est pas de gagner, pourquoi compte-t-on les points? Donc même principe. On est dans un game, l'important c'est de gagner. Nous, voilà, on va leur apporter tout ce qui est équipement, on va leur apporter une facilité financière, on va leur apporter voilà, une contrepartie financière qui va leur permettre de se consacrer purement et pleinement à leur passion. Et ça, c'est important pour nous, ça. Et c'est pour ça qu'on a été même sur le secteur amateur avec un Patrick Abirora. S'il a besoin de se développer, il a forcément besoin de rentrer un peu de cash pour pouvoir se développer, se consacrer à 100% à son art. Et c'est pour ça qu'on vient aussi sur le secteur amateur, du coup. On passe au sujet qui me tient à cœur, c'est ta passion pour le MMA. Je voulais commencer par un truc sympa qui prouve ce que je suis en train de te dire. On avait sorti un réel avec le manager de Benoît. On parlait de Justin Gaethje, etc. Et on était superbement surpris de voir que tu nous avais laissé un pavé comme ça, où tu commentais, tu analysais ce qui était dit. Donc on parlait du classement de la catégorie lightweight, etc. Avant, tu parlais de suivre l'actualité aussi par rapport au marketing, que c'était important de toujours être dans le fil de l'actu. T'es vraiment, vraiment piqué par ce sport ? Ouais, moi de toute façon, j'aime la bagarre depuis que je suis gamin. En soi, comme ça, au moins, c'est réglé. J'aime la bagarre, les films de combat depuis que je suis gamin. Et puis, jeune, c'est John Jones qui m'a fait kiffer ce sport. Donc, jeune, quand j'ai vu John Jones, ses aptitudes de combat, etc., tu vois, c'était un combattant naturel. C'est vraiment la personne qui m'a fait kiffer ce sport. Moi, de base, j'étais un vrai passionné de Muay Thai. Mais j'aimais bien tous les sports de combat. Ça veut dire que sur de la boxe anglaise, je pouvais regarder des top champions parce que je kiffais, en fait. Tu vois, c'est de l'art ce qu'ils font en soi. Et quand j'ai vu, quand j'étais gamin, des Chuck Liddell, des Anderson Silva, des Lyoto Machida, et puis derrière, ouais, c'est John Jones vraiment qui m'a donné le coup de cœur sur le MMA, et puis derrière, je suis resté branché. Hein. Est-ce que c'est cette passion qui a fait que tu es peut-être aussi sorti du cadre de ton travail avec Nassourdine récemment ? Parce qu'on a pu entendre que tu l'as aidé dans son nouveau... Comment on va pouvoir appeler ça, sa nouvelle trajectoire de carrière ? Ouais. Après, comme tu dois t'en douter, je pense, au vu de ma place en soi et de mes relations, je suis pas mal sollicité, que ce soit pour des conseils, pour des aides, des soutiens, etc., par les athlètes. Jusqu'ici, j'avais pas voulu le faire. Pourquoi ? Parce que j'aime me consacrer à ce que je fais. J'aime bien faire ce que je fais. J'aime pas bâcler les choses. Et donc, derrière, avoir différentes positions où j'allais faire les choses à 50%, ça ne m'allait pas. Aujourd'hui, j'ai trouvé une forme de stabilité où je vais constituer une équipe autour de moi chez Venom pour qu'on fasse les choses à 100%. Et par ailleurs, je me suis associé avec une personne qui est Gallo Diallo, qui est le fondateur de Smile. C'est une agence de créateurs de contenu en France, la plus grosse agence, donc les Just Riyad, les Nasdaq, etc. Et donc on s'est associé pour aujourd'hui promouvoir les talents MMA français à l'échelle internationale. Parce que pour la plupart, malheureusement, en fait, ils sont livrés à eux-mêmes, que ce soit en termes de communication, en termes de management, il n'y a pas de grande surprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque, par exemple, tu vas signer dans une grosse orga comme l'UFC, c'est pas toi qui va dicter ton mot.
Tu es là à confirmer des fights ou pas en soi. Mais il y a une gestion de carrière avant l'UFC, il y a une gestion de carrière avant d'atteindre le top. Et ça doit être fait de manière précautionneuse. Tu dois vraiment avoir une compréhension des aptitudes de l'athlète, des aptitudes des autres athlètes et des forces de ton athlète pour pouvoir faire une évaluation de carrière et essayer de dresser une trajectoire qui va pouvoir le mener à son rêve en soi. Mais pour ça, il faut avoir une compréhension globale, à la fois de ses aptitudes pugilistiques, techniques, en termes physiques, que ce soit sa discipline, que ce soit son état mental, etc. Donc tu as besoin d'avoir toute cette compréhension pour pouvoir les diriger vers leur objectif. Et là, en l'occurrence, voilà, récemment, on a fondé une structure du coup. Donc Nassourdine est un des athlètes. Et donc on l'accompagne aussi bien dans la gestion de carrière sportive qu'en termes de communication. Je pense que vous avez vu déjà un changement, un petit switch dans la communication de Nassourdine. Enfin, il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux qui vont dans ce sens-là, où on a essayé vraiment de garder l'authenticité du personnage. On ne veut pas le vendre d'une autre manière. Si quelqu'un qui ne parle pas, ça tombe bien. Tu peux communiquer beaucoup sans parler. Tu vois, je vais te donner un exemple. Zidane ne parlait pas beaucoup. Pourtant, c'était l'idole des Français. Donc aujourd'hui, je pense qu'en fait, l'exemplarité, elle passe par l'action et non pas par la parole. Donc oui, c'est fantastique et c'est cool d'aller voir des trash talkers sur les réseaux sociaux ou sur YouTube qui vont te faire des punchlines, qui vont te faire marrer jusqu'à 2h du mat, tu vois, c'est cool. Mais on reste dans un sport qui est le MMA, qui est un sport dur, qui est un sport avec des valeurs nobles. Et donc nous, on a vraiment cette volonté d'essayer de retranscrire le tout. C'est-à-dire que s'il y a un McGregor, il faut qu'il y ait un contrepoids avec un Khabib. Oui, et les gens ne se rendent pas compte aussi que pour un trash talker, pour un combat où ça va vraiment trash talker, se chamailler, se pousser au face-off, il y en a 99 où ça se passe dans le respect, Ouais. ça se serre la main en fait. Ça. Sauf que ça va être Ça. un combat sur 100 qui va faire du bruit, quoi. Et Nassourdine, justement, ce qui cochait toutes les cases, c'était le premier athlète que vous aviez en tête. Nassourdine, en fait, c'était vraiment un alignement des planètes, j'ai envie de te dire, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'avais cette discussion de plus en plus avec mon associé de « Ok, d'accord, il y a quelque chose à faire, etc. » Et puis derrière, j'ai entendu que Nassour avait quitté le MMA Factory, le Management Factory. Donc il est passé par un ami à moi, on a discuté, etc. Et derrière, ouais, franchement, vu la personnalité, je pense que déjà vous le connaissez les gars, vu la personnalité, vu l'homme, derrière on a directement accroché en termes de valeur, on s'est dit ok, on va faire quelque chose de lourd. Okay. Par contre, tu vois là par exemple, avant son combat, on a été sollicité par beaucoup de médias, donc à savoir les médias MMA, mais aussi des médias un peu plus mainstream, parce que mon associé, du coup, c'est un peu un boss de la communication. Et on a quasiment tout refusé. Donc, et ça, c'est pas comment dire, c'est pas une forme d'arrogance ou d'orgueil ou qu'est-ce, de se dire on est trop bien pour les médias. On sait qu'on a besoin des médias. On a parlé à son entraîneur Nicolas Haute il y a quelques semaines pour justement faire une interview. On a discuté avec lui et par rapport au mood général, il nous a expliqué la même chose. Il a dit les gars, ça nous arrange de ouf si on le fait après. Donc. Voilà, nous on a vraiment cette volonté aujourd'hui. Vous connaissez le parcours de Nassour. Aujourd'hui, la performance doit primer surtout. Ensuite, on peut discuter. Sportivement aussi, surtout dans sa position. Alors, il n'y a pas de grands red flags, mais il y a eu pas mal de petits inconvenus qui ont fait que ça a stagné un petit peu. Ça veut dire qu'il n'est pas... Nassourdine, ça fait 1 an, bientôt 2, qu'il ne recule pas, mais il n'avance pas non plus. Donc, je pense que ce combat-là contre Dolidze est très, très important. Il n'est pas à la place de son potentiel, la vérité. De toute façon, je pense que vous l'avez déjà beaucoup entendu. Nassourdine, à l'entraînement, c'est un crack. C'est un crack. Unanimement, ça veut dire que ça, il faut vraiment que les gens ils se rendent compte, c'est que tous les combattants qu'on croise nous disent c'est dangereux à l'entraînement. Exactement. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on t'amène mentalement, psychologiquement, à être dans le même état d'esprit et avoir les mêmes facultés le soir du combat, où il y a toute cette pression médiatique, etc., cette forme de stress. Comment à ce moment-là, où tu as un inconnu en face de toi, tu rends la performance. Voilà, tu rends la même performance. Et il en est entièrement capable. Et j'espère qu'on le verra le 3 février, c'est ça ? C'est ça. J'espère qu'on le verra le 3 février. C'est sur ça que vous avez axé principalement le travail ? Ouais, en fait, la réflexion, c'était vraiment qu'il soit relâché. Qu'il soit relâché et qu'il soit... En fait, il est conscient de ses capacités, il a confiance en lui, il a très confiance en lui. Mais maintenant, voilà, le jour J, il faut être libéré. Le jour J, il faut être libéré, il faut délivrer la performance que les gens attendent, que les fans attendent. Parce que c'est ce que tu vaux en vrai. Et tu vois, moi, aujourd'hui, tu vois, je vois avec le reportage RMC notamment qui est sorti. Il t'a plu ou pas ? Ouais, il est cool. J'ai trouvé très cool. Ouais, il est cool. Tu vois, l'histoire est bien racontée, il est cool. Et tu vois, ça montre les valeurs de l'homme qu'il est en soi. Ouais. Et c'est fort, je pense. Qu'ils sont, j'ai envie de dire, avec ses frères. Ouais, avec la famille, grave. Mais tu vois, pour moi, aujourd'hui, il y en a plein, tu vois, que je regarde les commentaires un petit peu, ce qui se dit autour de Nassour et autres, c'est normal.
Il y en a plein qui vont identifier Nassour comme un top 10 et ça va. Moi, je ne le vois vraiment pas à cette position-là. Et j'ai envie que demain, il prouve au monde que non, ce n'est pas ça sa position. Sa position, c'est tout là-haut. Parce que les gens ne se rendent pas compte de ses capacités, de ses facultés. Les gens ne savent pas qu'avec des top fighters mondiaux à l'entraînement, il leur met la misère. Tu vois ? Et je pèse mes mots quand je dis ça. C'est sa volonté à lui. Sa volonté, c'était que lui, maintenant, il voulait, pour se sentir un peu libre, pour sentir pouvoir tout donner, il avait besoin de sortir du mode de fonctionnement dans lequel il était. Et donc derrière, il a mis une structure, on s'est parlé, etc. On a mis une structure en place autour de lui, dédiée à lui. Et peut-être que c'est ce qu'il avait besoin. Et c'est ça, on aura la réponse à la fois en février, à la fois dans les prochains mois. Parce qu'on ne peut pas venir juger sur un combat. C'est-à-dire qu'un Nicolas, il a repris les rênes récemment. Idem pour nous, au final. Donc nous, dans tous les cas, de toute façon, on n'imagine pas autre chose que la victoire contre le Dolidze, la vérité. Maintenant, il faut laisser le temps à Nassourdine. Et il ne faut pas oublier qu'il est jeune. Il a 28 ans. Aujourd'hui, il est quasi top 10 UFC à 28 ans. Si tu regardes, il y en a 3 plus jeunes que lui dans le top 10 à l'UFC. Ils ont 26 ans. Et après, tu as Mohamed Mokaev. C'est tout. Il est même pas dans son prime physique. Et il n'est même pas dans son prime, en fait. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a suffisamment appris, il a pris suffisamment d'expérience avec ses différents combats. Tu vois, contre Buckley à Paris, contre Strickland où c'est un short notice qu'il accepte, etc., avec des conditions un peu bâtardes, contre comment il s'appelle, Chris Curtis, le dernier combat, où là, il revient d'une autre manière, où il montre un peu son bagage technique. Dis-moi si tu es d'accord, contre Chris Curtis, pour moi, il a déroulé comme au 5e contre Strickland. Mais tout le combat, jusqu'à ce que ça s'arrête, tu vois. Plus propre, j'ai envie de te dire. Oui, plus bien sûr, il arrive au 5e, Ouais. mais je trouve les ressources qu'il a trouvées, parce que pour moi, il gagne clairement le 5e round contre Strickland. Contre Strickland, de toute façon, tu as quoi? Tu as 3 rounds à 2 pour 2 juges, je crois. 3 rounds à 2 pour 2 juges et 4 à 1 pour un juge, tu vois. Mais moi, j'ai revu le combat de Strickland. Après avoir vu celui d'Adesanya, j'ai revu le combat de Strickland. Il est vraiment serré. Et en fait, quand je l'avais vu en direct, il me paraissait moins serré que ça. Quand je l'ai revu, il me paraît vraiment beaucoup plus serré. Oui, je me souviens aussi, mais c'est parce que je pense que comme il gagne les premiers rounds, on savait déjà que mathématiquement, il y a ce moment où il rentre dans le 4e et on se dit même s'il gagne les 2, il faut qu'il le finisse. Ouais. Et du coup, on avait. Mais ce qui est marrant, tu vois, c'est que par exemple, là, récemment, il avait une interview avec l'UFC là, il y a quelques jours. Et Nas, donc, il lui demande ses perspectives de carrière, les noms qu'il voudra affronter, etc. Nas, il n'a pas de nom à la bouche. Nas, il veut prendre tout le monde qui est devant lui. D'accord? Peu importe. On s'en fout de l'opposition. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner et aller chercher la ceinture. Il a envie quand même de prendre Strickland préparé. Et c'est exactement, c'est la seule chose, c'est le seul nom qui lui vient en bouche, c'est Strickland. Il me faut mon combat contre Strickland. C'est vraiment le seul nom qui lui vient en bouche. Pourtant, ce n'est pas le nom le plus bankable ou qu'est-ce. Il y a des noms qui sont très bankable aussi dans la catég. Mais Strickland lui vient en bouche parce que il aimerait le prendre dans les bonnes conditions. Ouais, je pense même se prouver surtout à lui que parce qu'il en a les. Enfin, pour moi, il en a les capacités. Moi, comme dit, voilà, si on doit parler de capacité, pour moi, il a les capacités de tous les éteindre. Après, on verra. Et vous vous projetez avec lui et vous allez travailler avec lui au niveau de la structure que vous avez montée sur le long terme, ou c'était là juste parce qu'il était dans une phase de transition? Ouais, non, carrément, on a l'intention de travailler sur le long terme. C'est vraiment développer sa carrière, développer son image sur le long terme. Je touche du bois, mais objectif ceinture? Ouais, carrément. Carrément, pas d'autre objectif que ça. Il n'y a qu'un plan A chez Nas, de toute façon, c'est simple. Je crois qu'il en parle un peu dans la vidéo, c'est plan A et ça s'arrête là. Et le plan A, c'est aller chercher la ceinture. Et je pense que les gens peuvent être surpris de son réel level. Je pense qu'ils l'ont vu un peu crescendo à travers les différents combats, l'UFC, etc., de se rendre compte qu'il prenait un peu plus d'aise, un peu plus d'aisance. Contre Strickland, comme on a dit, c'était un peu un match bâtard, parce que c'était un match-up qui est venu au dernier moment, avec une différence de poids assez conséquente, etc. Mais tu vois, les MMX, les genres de footix qui ne connaissent pas grand-chose, vont commenter ça du style comme si c'est une défaite banale, etc. Non, il y a pas mal d'éléments à prendre en considération. On reste dans du fight, on n'est pas sur un terrain de foot où il y a 11 joueurs. Ça veut dire que si Messi aujourd'hui il est en panne, les 10 autres derrière lui ils peuvent reprendre le relais. Dans MMA, non. Si tu es en panne, tu es en panne. Tu trouves que le public français il a encore du taf à faire au niveau éducation? Je pense que le public français, en fait, il a vraiment à se mettre à cheval derrière ses athlètes. C'est hyper important, en fait. Et je pense que la force reçue par les athlètes, au final, ils essayent de la retranscrire dans la cage. Donc si derrière, il y a beaucoup de détracteurs et autres, tu vois, ça met la tête... En fait, imagine la position dans laquelle tu te mets. C'est-à-dire que toi, Nassourdine, en l'occurrence, tu as vu, d'origine russe, donc dagestanais. Là, il vient, il porte le drapeau français fièrement. Tu vois ce que je veux dire? Comme Younousov au dernier arrêt. Fièrement, mais c'est important de le dire, tu vois, parce qu'il est content de l'apprentissage qu'il a pu avoir en France, etc., ce que la France lui a apporté. Donc quand il va porter ce drapeau, il va le porter fièrement.
Mais derrière, tu peux avoir des détracteurs qui vont dans un sens opposé, à te dire ouais, ok, etc. Non, je pense qu'on doit avoir le soutien d'une patrie. Nous, la France, on a beaucoup été comme ça. Les anglo-saxons ne sont pas du tout comme ça. Les anglo-saxons sont hyper chauvins. Même leur athlète, il peut ne pas être le meilleur et il a de fortes chances de se faire détruire. Ils vont le supporter à 300%. Tu as déjà dû en faire un, mais j'étais en juin à l'UFC Londres. Ouais. Et même si la carte, c'était à Exactement. Spinal Tibura, la carte Ouais. n'était pas folle. Le premier combat préliminaire, c'était quasi plein. Exactement. Ouais. Mais ouais, les Anglais, c'est Tu as un un peu côté différent. chauvin, voilà, où tu supportes le mec de ta patrie. Et c'est hyper important. Et je pense que le public français, de toute façon, on ne peut pas lui faire apprécier Nas ou un autre athlète. C'est en fonction des. Comment dire, c'est hyper subjectif. C'est en fonction des affections de chacun. Tu vois, mais c'est un minimum de supporter les athlètes français. On va finir par un truc un peu cool, ça me prend un tout petit peu de temps, mais c'est le moment de flex. Parce qu'ici, nous, on sépare confiance en soi et arrogance. Et j'adore ton Insta parce que pour un fan de MMA, il est fou. Il y a certaines petites photos marrantes, je vais te la montrer. Ce serait cool que tu puisses nous en parler. Je vais revenir en arrière dans l'interview. Tu nous as dit que tu as aimé ce sport par John Jones. Tu fais une photo comme si c'était ton meilleur pote avec lui. Bon, en fait, on s'est rencontrés dans le cadre où on tournait une campagne Venom UFC. Donc on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Moi, je voulais absolument cet athlète pour ce contenu-là. Avec John Jones, c'est ça? C'est ça. Je voulais absolument John Jones pour ce contenu. Et donc, derrière, on l'a eu. J'ai négocié avec son avocat, etc. Donc, on a fait la chose. Derrière, on s'est rencontrés à Vegas pour la création de contenu, etc. Franchement, comment dire, moi, je suis pas très fanboy, etc. Tu vois. Je suis pas très fanboy. J'aime être un peu terre à terre. Bien sûr. Et je pense que, en fait, j'aime à donner, j'ai envie de te dire, comment dire, autant d'intérêt à toi, à mon collègue là-bas, à la femme de ménage qu'à John Jones en fait. Ce qui est important, c'est le naturel qui va dégager. Exact. Et tu vois, lui, il dégage ce charisme-là. Tu vois, il dégage ce charisme-là, il dégage cette confiance en lui. Il est vraiment authentique dans sa manière d'être et très simple à travailler. Donc vraiment, il y a une image qui a été dépeinte notamment avec ses frasques. C'est une chose, j'ai envie de te dire, mais au même titre que ce qu'on a commencé l'interview. On a tous nos côtés sombres, on a tous nos défauts, on a tous nos erreurs, etc. qu'on fait, et on a tous nos vices et autres en soi. Et il faut savoir l'accepter, il faut savoir s'améliorer en tant qu'humain pour en avoir de moins en moins en soi. Mais je pense que c'est une personne qui va dans ce sens-là. Je pense que c'est une personne, il est conscient qu'il a engrangé une grande notoriété, beaucoup d'argent, etc. en peu de temps, qu'il est devenu très connu, que c'était une superstar, et donc derrière, on a découlé un peu tous les vices de la vie de superstar. Mais je pense que celle en a pris conscience, parce que nous, on a pu en parler rapidement en soi, et aujourd'hui, c'est quelqu'un, la seule chose à laquelle il veut se consacrer, c'est sa famille. Donc au final, je pense que c'est des erreurs qui lui ont servi. Il a tiré les bons enseignements, comme on se disait tout à l'heure, il a tiré les bons enseignements de ces erreurs-là. Et au-delà de ça, ouais, en tant qu'humain, ouais, non, très sympa, très authentique. Je ne vois pas plus beau qu'il est, de toute façon, il est très beau en soi, c'est le number one. Et très familier. Très familier, donc cool. Et je pense que je me suis retrouvé pas mal sur certaines valeurs, même en termes de caractère. Tu vois, j'ai un caractère un petit peu dur, etc. Et tu vois, même ça a été surprenant parce que ça, c'est une des choses. On parlait d'un sujet, etc. Et à un moment donné, il m'a dit, mais attends, toi, t'es quel Français? Parce que comment ça, je suis quel Français? Il m'a dit, les Français ne réfléchissent pas comme toi, tu ne réfléchis pas comme un Français. J'ai dit, si, il y a beaucoup de Français qui réfléchissent comme moi. Tu vois? Après, il me disait, mais moi, je croyais que les Français, c'était juste des gens gentils et tout. Non, j'ai dit, t'inquiète pas, on a notre côté sombre un petit peu aussi, tu vois. Et, tu vois, et ça, c'est un truc qu'il kiffe. Tu vois, c'est un truc qu'il kiffait. Tu vois, donc, c'est ça la vidéo qu'il y a un peu sur les réseaux sociaux où il m'encense un peu de compliments. Donc, c'est cool, tu connais, d'avoir ça du GOAT en vrai. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a Manon Fiorot aussi, j'ai vu une autre photo qui est juste en dessous, qui nous avait parlé d'une expérience qu'elle avait eue avec Charles Oliveira où ils étaient étonnés parce qu'elle combattait à Abu Dhabi et les athlètes sont souvent mis dans des vestiaires communs. Et du coup, elle était dans le même vestiaire que Charles Oliveira et qu'à Skip, le seul de sa team, le mec a dit bonjour personnellement à chaque personne qui était là dans le vestiaire alors qu'au final il était main event, il n'avait pas que ça à faire. C'est vraiment le mec qu'on voit derrière la caméra, c'est le même mec en vrai ou il y a un petit peu un personnage. Ouais, non, grave. Bah, tu vois, la photo là, en l'occurrence, c'est dans sa chambre d'hôtel. Avec Davidson Figueiredo. Ouais, avec Figueiredo. C'est dans sa chambre d'hôtel, en vrai. Nous, on s'était vu la journée pour un shooting, etc. Et le soir, il m'appelle et il me dit, ouais, c'est du quoi, Inès, ça, t'es dans le même hôtel que nous. Je dis, ouais, tout ça. Il dit, vas-y, passe tout ça dans la chambre. Et grave bon délire, tu vois. Grave bon délire, bon vivant, des blagues, tu vois, rigole, grave respectueux. Tu sais ce que tu viens de dire avec Manon Fiorot, c'est grave le cas. Ouais. Grave respectueux, il va accorder du respect à tout le monde, etc. Donc, ouais, top personne.
Et tu vois, même on échange souvent au WhatsApp, tu connais, pour quand il y a des fights, des préparations, etc. Il montre toujours du respect, vraiment. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué particulièrement dans tout ce travail? Tu as dû rencontrer, j'ai vu même, tu as une photo avec Mike Tyson, je veux dire, je sais pas qui tu n'as pas rencontré du coup, au niveau sport de combat, mais c'est quoi la rencontre qui t'a la plus marqué? L'humain, entre guillemets, qui t'a le plus marqué dans toute ton aventure Venom? Je pense que je dirais John Jones. Je pense que je dirais John Jones, parce que tu vois, ce côté inspirant qu'il avait auprès de moi quand j'étais gamin, je l'ai retrouvé un peu, tu vois, je l'ai retrouvé en réel, en vrai, tu vois. C'est une personne inspirante, c'est une personne forte, c'est un caractère fort, tu vois, mais sans en surjouer, en vrai. En étant lui-même, c'est un caractère fort. Donc, je pense que ça, c'est une des rencontres les plus symboliques. Après, tous les top fighters que j'ai rencontrés en général, moi, j'ai que, pour la plupart, une bonne image d'eux. Il y en a, c'est des connards. Ça arrive, c'est la vie. Comme dans tous les milieux, Voilà. je pense. Mais la plupart des top fighters là qu'on peut citer, donc que ce soit du Oliveira, que ce soit du Chimaev, tu vois, c'est des mecs non, vraiment très authentiques, très simples, très respectueux, très cordial. Et ça se passe bien. On parlait avant de Nassour, là tu viens de me parler de Chimaev. On parlait aussi de la ceinture de ses poids moyens. Qui tu vois le premier y arriver? Est-ce que tu voudrais éviter qu'ils se rencontrent? Écoute, c'est deux de vos athlètes aussi qui sont dans la même caté. Ça reste l'UFC. Ça reste l'UFC en soi. Donc, si demain ils doivent s'affronter pour un title shot, ils devront s'affronter pour un title shot. Maintenant, qui est le plus proche? J'aurais aimé te dire Nassour, mais je pense que Khamzat est plus proche. Pourquoi? Parce que moi, de ce que j'ai compris, il avait une garantie à title shot, de ce que j'ai compris. Très bankable en soi. Très bankable. Et pourquoi ça prend du sens ce qu'il a dit? Pardon, je te coupe en 2 secondes, parce que je pense vraiment qu'Adesanya peut faire son retour dans la catégorie d'au-dessus pour l'UFC 300. Et en fait, moi, je pré-shot Pereira Adesanya 3 en light heavyweight et Chimaev, Duplessis. Ça va être un peu serré, je pense, pour Duplessis, pour l'UFC 300. Mais c'est ce que j'aurais vu, quoi. Moi, je pense qu'Adesanya va revenir en haut et qu'il... À voir, ouais, je sais pas, l'UFC agit au jour le jour aussi, et en fait, ils valorisent beaucoup leur storytelling. Donc les combats, ils les mettent en fonction aussi du storytelling, quelles histoires ils peuvent raconter. Après, je te dis ça se trouve, tu connais déjà la carte de l'UFC 300. Non, carrément pas. Non, je sais. Il est là à me dire, ouais. Je sais qu'il y a des noms qu'ils essaient de sécuriser, etc. J'ai un peu d'informations, mais j'ai pas le final mot de la carte. Tu vois, ça, c'est une responsabilité de Dana, et demain, Dana, je pense qu'il peut changer du jour au lendemain à vouloir un combat. Tu vois. Maintenant, je sais qu'ils veulent faire de gros fights. Duplessis, Adesanya, ce serait gros. Duplessis et Chimaev, ce serait gros. Dans tous les cas, dans les 2 combats, personnellement, je ne vois pas Duplessis l'emporter. J'ai un peu de mal avec Adesanya qui va en light heavyweight. Je suis pas certain, je ne suis pas confiant sur ce créneau-là, mais j'aimerais voir un Cyril Gane, notamment. Tu vois, Cyril, j'aime beaucoup Cyril, c'est un putain de bon gars. Tu vois, Cyril, par exemple, c'est un mec, je le connaissais, on boxait en Muay Thai, j'avais 17 ans, 18 ans, tu vois, on était dans les mêmes événements. Et il a toujours été un chouette gars. Et aujourd'hui, il a généré de l'argent, de la notoriété, etc. C'est toujours un chouette gars. Donc, tu vois, par exemple, il a reçu une salve de détracteurs sur les réseaux sociaux après son combat contre John Jones. Il y a plein de choses à prendre en compte. Enfin, c'est John Jones déjà de 1, on va commencer par là. Mais en fait, depuis le début de la chaîne, nous, ça a commencé en même temps, quasiment juste un petit peu avant ce combat-là. C'est un de nos combats, quasiment dans chaque podcast. On a 5 minutes où on n'oublie pas de dire que c'était honteux ce qui s'est passé par rapport à Cyril. Ouais, même au-delà de ça, tu vois, en fait, comme tout à l'heure je te disais avec Messi, il se peut que Messi ou Neymar aujourd'hui ou Mbappé soient éclatés au sol, mais les mecs derrière vont faire le job. Mais je parle pas que sa performance, je parle pas de sa performance quand je dis ce qui était honteux, c'était la résonance. La résonance. Non, mais en fait, c'est pour ça que je reviens sur la performance en elle-même aussi. Même si la performance était tout ce qu'on veut, tu vois, désastreuse, tant pour les termes, les adjectifs que tu veux, peu importe. C'est une question de point de vue. Si on regarde aussi la performance de Jones, en fait, c'est peut-être lui qui a fait une bonne partition, en fait. Pour moi, si tu veux mon opinion personnelle, Cyril ne fait pas une bonne performance, si tu veux mon opinion perso. Ok, mais c'est pas pour autant que je vais aller à l'encontre de Cyril. Non, tu vois, pour moi, il était dans un jour sans. Je suis d'accord, mais ce que j'essayais de dire aux gens, c'est que, ok, peut-être qu'il a fait des erreurs, mais la capitalisation de Jones sur ses erreurs est à 100% juste. C'est le type de mec en face de qui tu peux pas faire d'erreur. Ça, clairement. Et je pense que Cyril le sait aussi avant combat. Maintenant, Cyril, je pense que ce jour-là est dans un jour sans, et je pense que ça arrive. Et aujourd'hui, on a combien de personnes qui adulent Mbappé, et Mbappé, il y a des matchs où il va louper toutes ses passes et toutes ses frappes, tu vois. Et c'est pas pour autant qu'on va remettre en question le talent d'Mbappé.
Mbappé. Là, on a remis en question le talent de Cyril. Vous avez vu comment il a jumpé dans la catégorie des heavyweights en allant faire des soumissions, des victoires à la décision, des victoires par KO. Il a punché Derrick Lewis, tu vois. Bref, le mec, il est arrivé là, il a mérité tout ce qu'il a eu. Et les gens oublient aussi la définition de son 2 dans son palmarès. Ouais. Je le précise tout le temps, ça veut dire que les 2 seules défaites de cet humain, c'est contre l'homme le plus fort du monde et le GOAT et des arts martiaux mixtes. Il faut relativiser les choses. Je trouve qu'il faut relativiser les choses. Et j'ai une question que j'avais pas prévu de te poser, mais hier je me la suis posée. Tu connais Ilian Boafia, tu connais bien les frères Boafia. Je sais qu'il est pas mal énorme en ce moment, mais je l'ai vu, ils ont fait une photo avec Cyril hier et ils avaient quasiment la même taille, c'est un 84. Mais du coup, je me suis pas posé la question dans ce sens-là, est-ce que Ilian est trop lourd? Je me suis dit, est-ce que Cyril pourrait descendre? Bonne question, je ne sais pas. Bah, tu parles de Ilian. Ilian aussi est sous mon management du coup. Ilian aussi est sous mon management du coup. Ilian, il a 98 kilos. Ah mais je sais, j'ai vu au PEF, j'ai regardé, j'ai dit 84. Là, elle est en perte de poids, là, elle est vraiment en perte de poids parce qu'il combat Arès en mars. Donc là, elle est sur la pente descendante. Cyril, ouais, non, c'est pas un gros heavyweight. Mais il en a forcément besoin avec son style de combat. Il a besoin d'être mobile, il a besoin d'être agile, de se sentir léger. Donc je pense qu'il reste dans un poids qui lui correspond. Tu vois, il reste dans un poids qui lui correspond. Et puis, c'est quoi ses dernières pesées? 115 kilos, 114? C'est ça. Tu vois, c'est quoi la limite 120? Oui. Voilà. Oui. Donc au final, je pense qu'il est pas mal. Je pense qu'il est pas mal. Et s'il se sent à l'aise comme ça, c'est ça le plus important. Ce serait pas mal parce que là, ils ont en plus organisé un face-off avec Pereira. Ouais. Pourquoi pas on sait jamais. Mais je pense que sa catégorie à Cyril, ça reste les poids lourds. Et je pense qu'il veut performer là-bas. Je me suis fait ce raisonnement en me disant qu'elle était un peu bouchée, qu'il y a plein de discussions, qu'il y a Spinal qui veut pas ci, qu'il y a machin qui veut pas truc, qu'ils ont booké aussi Almeida. Est-ce qu'il serait prêt à faire le poids? Ça, c'est une autre question. Je suis pas certain. Et ça pourrait être dangereux. Je suis pas certain. Cyril en réalité heavyweight, s'il gère bien son cut et qu'il n'est pas trop affaibli, ça peut être très létal quand même. Enfin, j'ai l'impression. Pour qui? Pour lui ou pour Pereira? Pour Pereira. Ah, pour Pereira, ouais. Parce que en fait, le problème, c'est que juste le peut-être déficit de knockout power qu'on lui prêtait en poids lourd, il est plus présent. Il est plus présent en light heavyweight. Je pense que ça tombe très vite. Cyril, c'est pas une question de knockout power. Tu vois, le combat contre Spivak à Paris, la plupart des gens ils vont te dire en face c'était un sac de frappe. Mais il faut pas oublier que juste les petits jabs de Cyril qui lui envoient à répétition, c'est un marteau que tu prends dans la tête continuellement, bam, bam, bam. Et au final, c'est cette addition de coups qui va mener derrière à ce que le mec soit perdu. Tu vois, et Cyril est suffisamment intelligent pour connaître sa force et pour savoir que ces petits jabs comme ça, ils ont des répercussions au fil du combat. Les gens ils peuvent calculer, je pense que son bras pèse 25 kg, plus la vitesse à laquelle part un jab, tu te rends vite compte de ce que tu prends toutes les 10 secondes dans le nez. Quoi. Donc contre Spivak, il a fait le job, les gens ont juste vu un sac de frappe en face, mais c'est Cyril qui a rendu ça un sac de frappe en vrai. Est-ce que tu peux me faire un petit top 3 de tes combattants préférés, mais je te demande d'être objectif. Ça veut dire que tu peux en placer qui ne sont pas signés Venom. Ça veut dire vraiment trois gars. Actuel, tu veux dire? Tu peux faire toute génération confondue et même, je vais aller plus loin, tout sport confondu. Même si là on est sur le MMA, si au final ta vraie idole, ça va être Mike Tyson, tu peux mettre Mike Tyson, c'est pas grave. Top 3, pas dans l'ordre. Top 3, pas dans l'ordre. Je mettrais Mohamed Ali, je mettrais John Jones. En troisième, c'est une bonne question. Troisième, c'est compliqué. Il y en a plein qui se bousculent au portillon. Là. Je dirais qui? Mohamed Ali, Jones. Je mettrais Lomachenko. Je mettrais Lomachenko parce que c'est un artiste comme pas possible. Et même en termes de travail, tu vois, aujourd'hui, des fois, quand je parle avec les athlètes français, je me rends compte du level, de la différence de travail et de dévotion, tu vois. Par exemple, moi, j'ai invité une fois Lomachenko à l'UFC. C'était Cyril Gane contre John Jones, d'ailleurs. Pour te dire, j'étais resté avec Lomachenko au deuxième rang. Tous les mecs du premier rang, toute la série de stars de l'UFC, quand ils l'ont vu derrière, ils étaient tous choqués, tu vois. Tous, ils venaient lui parler ou prendre une photo avec lui. C'est très rare, en vrai, tu vois ce que je veux dire? Mais parce que ce mec-là, il est bon dans tout ce qu'il fait. Il est vraiment bon dans tout ce qu'il fait. Et tu vois, moi, j'ai déjà suivi les training camps de lui. Il va s'entraîner 3 fois par jour pendant 3 mois. Tu vois, c'est un rythme que les gens ne peuvent pas supporter. Et c'est ça le vrai travail. Et c'est ça que j'aimerais montrer à la jeunesse française, en vrai, leur dire, regardez ce petit gars là-bas, là, qui vient d'Ukraine, là, qui a gravi les échelons et les catégories de poids en boxe, alors que c'est un mec qui, normalement, il devrait être 3 catégories en dessous, mais juste pour aller montrer le challenge, que le challenge soit plus haut et pour aller tabasser les gens, regardez comment il se donne, tu vois. Et c'est impressionnant. Moi, une fois, je suis allé en Ukraine pendant un training camp à lui. Il y avait son gamin qui avait 8 ans à l'époque, il faisait des tractions. Le gamin, il a fait plus de 50 tractions, ma gueule. Tu te rends compte ou pas?
Le gamin, il avait fait plus de 50 tractions et il ne voulait pas lâcher la barre avec les bras qui tremblotaient. Tu vois, et limite, le gamin, il avait envie de pleurer, mais comme il avait son grand-père qui regardait, il ne voulait pas lâcher. Je dis, mais quelle dinguerie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien La sûr. mentalité, donc la mentalité des pays de l'Est, les mecs sont venus avec une mentalité très dure, très solide. Oui, ça a changé. C'est ouf. Et donc ça, c'est des mecs vraiment complètement dédiés à ce qu'ils font. Tu vois, se donner les moyens de ses ambitions, il n'y a pas mieux qu'eux. C'est la seule question relou, qui peut être relou, mais elle n'est pas vraiment. S'il y a un athlète actuel que vous n'avez pas encore, avec qui vous aimeriez travailler, ce serait qui? Gervonta Davis. Magnifique. Tu penses que c'est l'avenir de la boxe anglaise? C'est le Ouais, futur top. c'est l'image, c'est la face de la boxe. C'est la gueule de la boxe aujourd'hui, Gervonta. Ouais, carrément. C'est l'objectif. C'est dans les petits papiers. C'est vraiment cool, merci beaucoup. Et ah non, j'ai une dernière question. Vas-y, Tu vas-y. dois me répondre. Benoît Poirier. Mais je veux la même analyse que tu m'as faite quand on parlait de Gaethje sur le Benoît réel. Poirier, Je veux un truc objectif, vraiment de. ça se fait en synchrone, c'est ça hein? Ok. Moi, je vois bien Benoît démarrer fort le combat, à l'image de ce qu'il a fait contre Frévola. Ok. Parce que de toute façon, dans tout le cas, c'est son style de combat et c'est ce qui lui correspond. Maintenant, Poirier a un peu de répondant. Poirier sait être chirurgical quand il le faut. Mais je vois bien une victoire de Benoît avant la limite dans les deuxième ou troisième rounds. Ouais. Si Poirier arrive à tenir la cadence au premier round, je pense qu'il s'essoufflera fin du deuxième ou au troisième. Ouais. Bah écoute, là on a vraiment fait le tour, je crois. Donc merci beaucoup de Merci ton les gars, temps. c'est C'était cool. vraiment- Merci les gars, super, impeccable.